Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Samoya Congo, votre chaîne d'information. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle session d'actualité. Donc voici les principaux titres. Nomination du Premier ministre. Pas de réaction jusqu'à pour les partis chers à Jean-Pierre Bemba, encore moins pour Jean-Pierre Bemba lui-même. On va en parler parce qu'on a vu quand même Moïse Katumbi être le premier leader politique à pouvoir féliciter Sama Lukonde en tant que Premier ministre nommé par les présidents de la République. Modeste Bati Lukwebo a remis hier officiellement son rapport en tant qu'informateur au nouveau Premier ministre à question de faciliter celui-ci à pouvoir former son gouvernement. On va en parler. On parlera également de cette plainte déposée il y a quelques jours, vous allez vous souvenir, par Christopher Ngoyi, coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Une invitation a été lancée à Caleb Moutante qui va devoir se présenter demain au palais de la justice pour une communication très importante, dit les communiqués. On va en parler et on prendra en direct de ces plateaux des Samoya Congo Christopher Ngoyi qui sera avec nous. Madame, messieurs, ne quittez pas, restez avec nous. La composition du gouvernement, on va en parler, comment ça va se faire. Est-ce qu'il faudrait encore miser sur la géopolitique? Comment le président de la République va devoir accepter que tel ou tel soit ministre ou pas? On va en parler ici, madame, messieurs. Merci d'être avec nous. Merci surtout de nous suivre et surtout de continuer à liker, commenter et partager toutes nos publications afin de nous soutenir. Je parlais ici de Jean-Pierre Bemba qui jusqu'à là n'a pas encore réagi. Et lui et son parti MLC, pas de réaction s'agissant de l'annonce du Premier ministre nommé par les présidents de la République il y a 2 jours. Vous allez vous souvenir, madame, monsieur. Mais pourquoi on a essayé aussi de notre côté de pouvoir contacter quelques cadres du MLC, pas de réaction. Ils ne sont pas encore prêts à pouvoir s'exprimer. Ils n'ont pas encore reçu l'ordre du président du parti afin de s'exprimer quant à cette nomination. Mais pourquoi le silence de Jean-Pierre Bemba? Quand même, on va se rappeler, Ndeko Balanzi à Samoya Congo, qu'il y avait des tractations entre Jean-Pierre Bemba et les présidents de la République, Moïse Katumbi et les présidents de la République. Mais voilà, rassurez-vous que ce choix de Sama Lukonde a été un choix, comme l'a confirmé Moïndo Nzangi, de la concertation entre les présidents de la République, Moïse Katumbi qui avait reçu la semaine dernière une délégation de la présidence. Lui-même avait refusé de prendre ces postes-là au niveau de la primature, mais quand même, il avait proposé quelques noms au président de la République et le président a jeté son dévolu sur Sama Lukonde, ancien DG de la GECAMIN. J'avais d'ailleurs parlé de lui en termes de parcours politique, mais aussi cursus en termes d'études. Je vous avais parlé de ça ici. Mais voilà, Moïndo Nzangi, à qui on a contacté, nous rassure que ils sont contents au sein de Ensemble pour la République pour ces choix portés sur Sama Lukonde, et ils espèrent bien que, étant donné c'est un jeune, c'est quelqu'un qui maîtrise la gestion des minéraux de notre pays, parce qu'il était, comme je disais ici, DG de la GECAMIN. C'est une très bonne opportunité de pouvoir rendre finalement évident tout ce qui est déployé en termes d'efforts sur le terrain s'agissant de nos minéraux, pour que les frais ou de l'argent qui ressortent de ces ventes de ces minéraux-là sur l'échiquier mondial puissent bénéficier finalement au gouvernement congolais. Il nous a rassuré qu'il y a des projets que le nouveau Premier ministre va mettre en œuvre, et il va, comme lui-même le Premier ministre avait annoncé, qu'il va travailler avec des jeunes, il va travailler avec des femmes afin de pouvoir accélérer les choses pour essayer un tout petit peu à rattraper les 2 ans perdus dans cette fameuse coalition. Vous allez vous souvenir, il nous a rassuré qu'il va appliquer en tout cas mot par mot la vision du président de la République afin que cette vision soit matérialisée dans la vie du peuple congolais. Dans tous les cas, on sera toujours là en train de suivre de près ce qu'il va faire. Je rappelle que son père fut un des grands leaders du Grand Katanga. Son père qui a été tué après la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous allez vous souvenir, madame, messieurs, que c'était pas seulement Mouzé qui était mort. Il y avait des grandes têtes, par exemple, du Grand Katanga qui voulaient s'impliquer directement pour dénoncer cet assassinat-là, qui ont été eux aussi exécutés d'une façon ou d'une autre. Et donc,
après avoir remonté l'histoire, on se rend compte que c'est quand même quelqu'un congolais d'origine, c'est quand même quelqu'un qui a vécu dès son enfance l'histoire catastrophique de notre pays. Quelques temps après l'indépendance de ce pays, sa grande sœur occupe des hautes fonctions au niveau du gouvernement italien, mais aujourd'hui elle est députée aussi au niveau de la Belgique. Bon, après quand on s'est mis au fait à réfléchir sur les relations entre sa sœur et Moïse Katumbi, on se rend compte que c'est vraiment un choix voulu par Moïse Katumbi, parce que dans tous les cas, le président est en train de rassembler tout autour de lui, c'est-à-dire que vous soyez du Grand Équateur, que vous soyez du Grand Katanga, que vous soyez du Grand Kassai, que vous soyez du Grand Bandundu, il a besoin de tous ces mondes-là pour pouvoir construire une vision pour ce pays, pour pouvoir développer notre pays. Il faut que les efforts soient déployés de tous les côtés pour lui permettre de muser sur ce qu'il faut faire afin d'aboutir à des résultats qui seront palpables aux yeux du monde entier. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander, ben voilà, c'est un ancien collaborateur de Joseph Kabila. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Bemba, dans 1+4, il n'était pas collaborateur de Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila, c'était lui le président. Bemba, c'était le vice-président. Donc, il y avait s'il n'y avait même pas ce qu'on peut appeler attente entre les deux, mais il y avait quand même une bonne collaboration dans le sens de pouvoir contribuer dans ces différents secteurs-là pour faire évoluer la RDC dans cette époque-là de 1+4. Moïse Katumbi, il a passé combien de temps aux côtés de Joseph Kabila en étant président du Grand Katanga? Combien de temps? Dengoïka Sajiki aujourd'hui, Fachi Béton, Fachi avait déclaré qu'il va se séparer de Kabila, qu'il va déboulonner les systèmes dictatorial qu'il a trouvé sur le terrain au niveau des États-Unis. Il donne des exemples, etc. Il a même imprimé une affiche sur laquelle il y avait son visage et le visage de Tchèque Tshisekedi du Wamulumba, pour une façon pour lui de lui rendre hommage après les 4 ans de sa disparition. Tout ça là, vous ne voyez pas, ce que vous voyez, c'est Sama Lukonde. Bon, vous allez vous imaginer, il était ministre des Sports, il était député de 2006 à 2011 sous les pouvoirs de Joseph Kabila, sous le leadership de Joseph Kabila. Mais après avoir compris que voilà, le pays ne va pas marcher avec la dictature, Joseph Kabila voulant à tout prix s'imposer pour un nouveau mandat, Sama Lukonde, Dani Banza et bien d'autres de Congo à venir s'étaient retirés. S'était retiré pour adhérer cette fois-là au G7. Et vous allez vous souvenir que entre 2016, 2017 jusqu'à 2018, c'était chaud en fait entre G7, dynamique de l'opposition, RASOP et les pouvoirs de Joseph Kabila. C'est comme ça qu'on est allé des dialogues en dialogue. Vous allez vous souvenir, madame, messieurs. Vous allez vous souvenir que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Lumbi et bien d'autres acteurs politiques se sont mis ensemble, les Félix Tshisekedi Tshilombo à cette époque-là opposants. Quelle pression ils n'avaient pas mis sur Kabila? Quelle stratégie ils n'avaient pas appliquée? Et c'est en ce moment-là que Sama Lukonde avait compris que bon voilà, comme moi j'ai quitté Kabila et que je proteste, je suis contre un référendum, je suis contre un 3e mandat de Joseph Kabila, je dois m'aligner derrière ceux-là qui ont milité depuis très longtemps contre el Kabila et qui continuent à manifester pour refuser la même cause que la mienne. Je dois y adhérer. Et c'est comme ça qu'il est parti du côté des G7 et ils ont combattu ensemble. Après avoir vu que bon voilà, ils sont allés au niveau de Genève, ça n'a pas marché. Félix Tshisekedi un peu réaliste par rapport à Fayoulou, par rapport aux autres, Moïse Katumbi, Bemba, etc. Il a accepté quand même d'aller aux élections, même s'il y a la machine à voter. Comme ça, c'est à la population de déterminer qui sera leur prochain candidat ou leur prochain plutôt président de la République. Heureusement, cette stratégie a réussi aujourd'hui. Nous avons Félix comme président de la République. Donc, il est allé soutenir les présidents et après avoir soutenu aujourd'hui, aux côtés du président, le président devient président de la République. C'est tout à fait normal de se mettre autour des gens qui vous ont soutenu, parce que j'espère bien que c'est pas par rapport à une récompense, je n'espère pas que c'est par rapport, je sais pas moi, une reconnaissance par rapport au soutien que Sama et son parti ont apporté au président de la République lors de la campagne électorale des élections générales de 2018. Non, je n'espère pas. J'espère bien que c'est sur base des idées
des idées constructives et qui peuvent développer ce pays que les présidents l'ont choisi. Parce que du point de vue poids politique, il ne représente rien. Congo à venir, je ne sais pas, mais bah, dans tout le cas, moi personnellement, j'ai assisté à ces procès-là, à cette audience-là au niveau du Conseil d'État. Les partis étaient disputés entre Dani Banza et Patrick Bologna, mais après avoir brandi les preuves, après différentes plaidoiries des parties prenantes dans cette audience-là, les présidents du Conseil d'État a tranché en faveur de Congo à venir de Dani Banza, et donc les partis a été, je sais pas moi, pour ne pas dire ravi, mais remis quand même à Dani Banza qui en était propriétaire depuis longtemps, parce que c'était au fait la présidence sous forme de rotation. Les partis de 2015 à 2020 a été présidé par Patrick Bologna, et après 2020 c'est parti pour un autre président. Malheureusement, Patrick Bologna a voulu s'approprier du parti. Heureusement, la vigilance de Dani Banza et bien d'autres acteurs dans ces partis-là, ils sont allés saisir les conseils d'État, qui est une instance supérieure et compétente en la matière, et après ils ont tranché pour remettre les partis aux fondateurs. Donc j'espère pas que, parce que si on tient compte finalement de ce qu'on peut appeler poids politique, Congo à venir, Sama Lukonde, Dani Banza, etc., ne mérite pas. Mais je crois bien que c'est sur base de certains critères comme géopolitique, comme compétences, je dirais aussi expérience, parce qu'il a travaillé, même si c'est dans un ministère du loisir, comme on peut les dire, les sports, les footballs, les baskets, et les handball et bien d'autres disciplines au sein du sport. On avait aussi la jeunesse, etc., les loisirs en général. Quand même, le fait qu'il ait lui participé dans la gestion des Kabila fait de lui quelqu'un d'un peu expérimenté dans les sens de pouvoir contribuer avec cette expérience-là dans la gestion du pays actuellement par les présidents de la République. Donc nous, en tant que de jeunes, on ne peut que saluer cette nomination. On ne peut que lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il est Katangé qu'il est là, ce n'est pas non plus parce qu'il a soutenu le président de la République lors des élections de 2018 qu'il est là. Je crois bien qu'il est là parce qu'il est compétent, parce qu'il est capable d'assumer ces fonctions-là, et qu'il est capable de réunir autour de lui toutes les tribus, toutes les ethnies et toutes les contrées du pays, c'est-à-dire que le gouvernement soit représentatif, et que tous les coins de la RDC se retrouvent dedans, et qu'il tienne lui aussi critères de la jeunesse, des compétences et d'expertise, des capacités au fait, que quelqu'un soit capable d'assumer ces fonctions-là. Il ne faut pas que ça soit bon parce que moi je suis Katangé, bon comme Christian Mwando Simba et aussi Katangé, je donne le ministère des Affaires étrangères, ça n'a ni tête ni queue. On espère bien que sur base du rapport que lui a remis Bahati Lukwebo récemment, s'agissant du rapport de ces consultations ou de l'identification de la majorité, ces rapports-là lui permettra de pouvoir nous sortir un gouvernement capable de pouvoir travailler et de nous rendre des résultats palpables pour les 3 prochaines années. Disons ça comme ça, les 2 prochaines années, parce que la dernière année, dans la mesure du possible, elle est considérée comme l'année électorale si et seulement si ces élections seront organisées. Parce qu'on n'oublie pas quand même, il faut qu'on tienne compte de toutes les conditions, de toutes les difficultés que font face la RDC, encore moins avec cette histoire des pandémies, la crise économique et la crise sécuritaire également, parce que jusque-là, il n'y a pas que l'Est du pays, il y a les Katanga qui s'inscrivent aussi dans ces cadres-là de la sécurité, et donc il faut des nouvelles stratégies, il faut des nouvelles précautions pour pouvoir mettre fin, madame, messieurs, à cette histoire de pandémie et d'insécurité. Rapidement, je vais aller du côté des messieurs Christopher Ngoï de la société civile, et après on va continuer avec vous, madame, messieurs, dans cette session d'information. Je vais tenter de l'appeler, s'il est là, on va les prendre, s'il n'est pas là, on va continuer et on pourrait y revenir plus tard. On tente de prendre Christopher Ngoï, coordonnateur de la société civile de la République démocratique
du Congo qui va devoir nous accorder une réaction par rapport à la position officielle de la société civile de la RDC vis-à-vis de ces choix portés sur Sama Lukonde. Et on partira du côté du MLC pour parler du silence absolu observé du côté des Jean-Pierre Bemba Gombo et de son parti depuis la nomination de Sama Lukonde, ancien DG de la Gécamine, en qualité de Premier ministre, qui va devoir nous constituer un prochain gouvernement qui va travailler avec les présidents de la République pour les 3 prochaines années. On est en train de chercher Christopher Ngoï de la société civile. Madame, Monsieur, on va y revenir. On continue. On continue avec vous, Madame, Monsieur, le temps de prendre Christopher Ngoï, coordonnateur de la société civile, comme je le disais ici. Aucune réaction officielle du MLC, Madame, Messieurs, depuis la nomination du Premier ministre. Est-ce qu'ils ne sont pas contents? Est-ce qu'ils sont contents? On a essayé tout à fait d'essayer d'appeler Alexis Lenga Walenga. On a essayé d'appeler Madame F. Bazaïba. Bon, ça a sonné quand même, mais ils n'ont pas décroché. Question de prendre la position officielle du MLC. Jusqu'à-là, silence absolu du côté à Igoué. Il était lui aussi en concertation, comme je le disais ici, avec les présidents de la République. De son côté, Moïse Katumbi a été le premier acteur politique après quelques minutes de la nomination, de l'annonce officielle du Premier ministre, à féliciter Sama Lukonde pour ses choix et surtout à prier Dieu, parce que c'était sur Twitter, à prier Dieu que Dieu lui donne la force de pouvoir répondre aux attentes du peuple congolais et d'être capable d'assumer ses responsabilités en tant qu'homme d'État à la tête du gouvernement congolais. Toutefois, on va continuer, Madame, Messieurs, à chercher si on pourrait prendre plus tard les réactions du MLC et on y reviendra dans nos prochaines éditions. Plainte portée contre Caleb Moutande. Je vais vous lire l'invitation de l'avocat général, l'officier du ministère public, s'agissant de cette affaire. Vous allez vous souvenir de Christopher Ngoï qui nous appelle. Je ne sais pas si je dois décrocher et rappeler plus tard. Allô, monsieur Christopher Ngoï, bonjour. Bonjour. On peut parler directement? Oui. Vous avez porté plainte récemment contre Caleb Moutande. Vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il était question avant de continuer? Bon, j'ai personnellement porté plainte avec tant d'autres victimes de M. Caleb. Les actes qu'il a posés lorsqu'il était à la tête de l'ANER, l'agence nationale de renseignement. Nous estimons que la nature des actes posés ne s'inscrivait pas dans le règlement, dans les prescrits de notre Constitution, encore moins de ses missions. Alors, il avait imprimé un rythme ou une volonté à pouvoir réprimer, à pouvoir museler, à pouvoir éteindre toutes les personnes qui étaient tentées d'exercer leurs droits et libertés relativement à notre Constitution. Et moi-même, pour ce qui me concerne, j'ai fait victime enlevée le 21 janvier 2015, amené directement dans ses bureaux. Et j'ai subi une torture pendant 20 jours. Oh là là. Oui, pendant 20 jours. Et pas relâché, présenté, transféré au parquet général de la République. Finalement, c'est au PG de Matete que je serai coffré pendant 48 heures avant d'être transféré à la prison centrale de Makala. À Makala, j'étais sous surveillance accrue de l'ANER. Tout ce qui s'est passé était dicté par l'ANER et même la tentative d'organiser un procès. On m'a proposé un procès à huis clos, j'ai refusé. Et on a procédé à un procès que j'ai personnellement refusé. Donc, compte tenu du fait que les conditions n'étaient pas réunies, on ne voulait même pas permettre à la presse d'accéder. Contrairement à l'esprit ou à la disposition des publicités de procès, telles que consignées dans notre Constitution.
Et finalement, ils ont décidé de m'empoisonner. Parce que j'ai fui empoisonné, j'ai passé 5 mois de mes 19 mois d'incarcération. 5 mois, je les ai passés à l'hôpital. Et je suis sorti de là en gardant des séquelles que je traîne avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas seul dans cette situation. Il y a des Congolais, comme Jean-Claude Muyambu, qui étaient arbitrairement arrêtés, torturés, maltraités et qui se sont retrouvés aussi en prison, qui ont purgé de longues peines et qui sont sortis sans qu'on ait eu des choses valables à leur reprocher. Donc ça, c'était le système Kalev. Et aujourd'hui, vous allez voir que depuis qu'il n'est plus à la tête de cette agence de renseignement de l'État, les choses ont vraisemblablement changé. C'est-à-dire, c'est un indicateur qui montre que lui avait imprimé sa propre volonté, son rythme à lui, et dès qu'il n'est plus, et le service essaye de travailler correctement. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas, cette nature d'infraction n'est pas prescriptible. Donc, il faudrait que pareille personne soit récupérée par la justice et que les victimes soient dédommagées. Au-delà de nous qui sommes vivants, il y en a qui sont même qui en sont morts. Moi, j'ai vu des gens mourir et que toutes ces personnes-là se sentent réconfortées ou réhabilitées dans leur mental et au besoin, l'État qui était son employeur puisse être à mesure de dédommager les victimes. Cette situation s'est passée, je m'imagine, sous les pouvoirs de Kabila. Est-ce que vous avez tenté aussi de porter plainte pendant que Kabila était en fonction et il n'y avait pas de réaction, ou comment ça s'était passé? Nous avons tenté de porter plainte. Moi, je sais que pendant que M. Kabila était en fonction, imaginez que même Floribert Chebeya, de son vivant, il avait porté plainte contre M. Kalev. Ça n'avait pas évolué. C'était l'un de ses ennemis acharnés. Et même pendant le vivant de Floribert Chebeya, nous avons été arrêtés par le même Kalev. Je ne veux pas revenir ou remonter jusqu'à cette époque. Mais ici, je vais juste m'attarder sur la période allant de janvier 2015 jusqu'à l'époque de mon incarcération. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas aborder en ce moment. Mais toutes les tentatives de plainte ont été vouées à l'échec parce que Kalev lui-même n'avait-il pas dit qu'il contrôlait la justice. Ça, il l'a dit, qu'il contrôlait la justice. Lorsqu'il se demandait que je puisse accorder allégeance à M. Kabila, il me disait qu'écoutez, si vous le faites, bon, tout cela, tout le reste, même au niveau de la justice, nous pouvons arranger cela. C'est-à-dire, il contrôle la justice, chose que j'avais refusée catégoriquement. Il vous reprochait de quoi? Est-ce que je ne sais pas quelle infraction vous avez commis pour subir ces genres de tortures? Ils m'ont enlevé à la nerf et je me suis retrouvé devant une panoplie de questions, de préoccupations. Il m'attribuait l'organisation des manifestations de janvier 2015 et comme auteur moral et planificateur. Et au-delà de ça, il avait instruit ou instigé les services de la police, parce que je n'avais jamais été à la police, mais lorsqu'on me présentera devant la presse, c'est un major de la police qui lisait les chefs d'accusation. Il y en avait 10 à peu près, ou plus même, et parmi lesquels il y avait l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc il m'accusait de beaucoup de choses, et c'était monté de toutes pièces pour que je finisse le reste de ma vie en prison. Parce que déjà, en regardant les chefs d'accusation tels que il avait planifié que je ne puisse plus connaître un jour l'ombre de la liberté, que je puisse jusqu'à la fin de ma vie en prison. Donc, malheureusement, Dieu merci, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme pression interne et externe, c'est dont j'en félicite d'ailleurs tous les intervenants, et le peuple congolais qui est resté vraiment à mes côtés, et tous mes avocats. Et c'est tout cela qui a fait que, une fois, je sois relâché le 29 août 2016, à la faveur du dialogue qui devait être organisé à la cité de l'OUA. Donc, sans être condamné. Donc,
donc je suis libéré, c'est-à-dire il n'y avait pas, tout cela était fallacieux et c'est pour des raisons politiques que j'avais été arrêté et c'est pour des raisons politiques qu'ils avaient décidé de me libérer. Et pour finir, Monsieur Christopher Ngoï, vous avez aujourd'hui porté plainte. Vous attendez à l'arrestation, à la condamnation de Kalev ou tout simplement un procès qui va devoir établir des responsabilités? Écoutez, moi je pense que ce monsieur ne pouvait pas être libre, il ne pouvait pas bénéficier de la liberté. Il est cynique. C'est un grand bandit. Il a instrumentalisé l'État, les services de l'État, pour servir ses desseins privés. Et il a attenté à la vie. Il a mis fin à la vie des êtres vivants comme lui. Et pourquoi serait-il en liberté? Moi, je crois que sa place est en prison. Donc, si la justice va exercer son travail correctement, elle va se saisir de M. Kalev, le placer déjà en détention, même préventive, en attendant le jugement, en attendant le procès. Et nous attendons un procès retentissant parce que ce qui avait été, ce que nous avons subi, le peuple en avait également souffert parce qu'on était chaque fois présenté comme à la vindicte populaire comme des malfrats, des assassins, alors que le peuple lui-même lucide comprenait ce qui s'est passé. Et il faudrait qu'il ait des réponses quant à tout ce qui s'était réellement passé. Il faudrait qu'il y ait un procès public et assorti de condamnations exemplaires et mémorables. Et pour terminer, M. Christopher Ngoï, la position officielle de la société civile de la RDC quant à la nomination de M. Samadou Kondé en tant que Premier ministre? Écoutez, c'est d'abord une grande satisfaction. Et nous félicitons l'heure est promu et nous connaissons très bien, parce qu'il a siégé avec nous au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, à SOP, du vivant du président Tshisekedi. Vous savez bien que la société civile RDC en était membre. Nous remercions et félicitons également le président de la République pour sa lucidité, sa perspicacité, son sens élevé d'expertise, d'avoir choisi cet oiseau rare, un jeune, écoutez, il a 42 ou 43 ans, donc c'est un nouveau sang, une nouvelle dynamique qui apporte dans l'exécutif et étant donné l'importance de la mission et des assignations. Et je crois que c'est un bon choix et nous, en tant que société civile, nous nous réjouissons et nous exprimons notre disponibilité quant à pouvoir accompagner l'action de l'exécutif. Et si jamais il y a des membres qui seraient sollicités pour assumer des responsabilités publiques, je crois que cette fois-ci, nous allons répondre présent. Quelles pourront être les priorités brièvement de ces gouvernements? Les grandes priorités, vous savez, le pays tel qu'il nous a laissé le pouvoir précédent, 18 ans après, il est complètement délabré. Nous pensons qu'il va s'atteler d'abord à rétablir la paix qui nous pose de sérieux problèmes à l'est de la République, au Katanga, et ça c'est la paix sur le plan sécuritaire et la paix sociale aussi, qui va faire en sorte qu'avec l'assouplissement des conditions de vie, vous savez, le transport est difficile, les infrastructures n'existent presque pas sur l'étendue du territoire national, le Congo étant presque un continent. Il faudrait qu'il s'y attelle. Et nous pensons également qu'il y a un problème de santé avec Covid qui a entraîné d'autres problèmes. Aujourd'hui, les enfants n'étudient pas, ils vont reprendre le 22 de ce mois, le 22 février. Il faudrait qu'ils puissent, les dispositions les meilleures puissent être arrêtées pour que les enfants reprennent dans de bonnes conditions. Savez-vous que les enfants sont précieux pour nous. Il y a également les dossiers tels que l'assainissement des finances publiques, parce qu'il nous faut l'argent, et c'est les finances, la loi des finances telle qu'elle existe à ce jour, elle laisse des zones, elle laisse libre cours à la corruption, au détournement, et il faudrait qu'ils mettent une ingéniosité pour pouvoir mettre en place des garde-fous afin d'éviter que ces finances ne soient saignées en blanc.
Il y a également la loi électorale qui va permettre au peuple congolais de présider réellement à sa destinée en passant par des élections à travers une démocratie participative. Ça sont des grandes lignes. Monsieur Christopher Ngoyi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Je rappelle, Christopher Ngoyi, coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, qui a été avec nous en ligne. Il a bien explicité son problème d'abord. Parce que vous avez compris que c'est ça qui l'a motivé, lui, à pouvoir porter plainte contre Kalev Moutonde. Pour ceux qui savent, Kalev Moutonde n'était pas ce qu'on peut appeler en lingala Kwanganangouba. Dans les gouvernements Kabila ou sous les pouvoirs des Kabila, c'était parmi des puissants. C'était parmi des powermen. Ceux qui aux analika mounaye, tu n'as qu'à faire pipi dans tes habits, tu n'as qu'à peut-être faire une crise. Parce que mais voilà, il y avait des tuyaux. Je ne sais même pas moi, depuis que nous avons un nouveau président de la République, est-ce que ces tuyaux-là existent encore? Est-ce qu'ils ont été bouchés ou comment? On ne sait pas, parce qu'il y a pas mal de gens, comme Christopher Ngoyi venait de raconter ici, qui ont perdu la vie, qui ont été tués et dont il n'y a pas eu de voix. Les voix ne se sont pas élevées pour réclamer leur assassinat ou la façon dont il était tué. C'était compliqué parce que il y a même des gens sans que puis vous allez vous rendre compte après que voilà, il était mort après avoir passé par telle étape et abouti à l'ANER et ensuite au fleuve Congo. Donc ils étaient devenus comme des proies pour des poissons à Kati à fleuve Congo, ce qui n'est pas du tout normal. Et parce que l'actuel pouvoir, l'actuel président de la République veut prôner un état de droit, veut prôner une justice équitable. J'espère bien que c'est un moment que tous ces procès-là refassent surface, pourvu que la justice se saisisse de ces dossiers-là et qu'il ait finalement des procès équitables. Comme ça, les gens qui ont perdu le leur se sentiront enfin soulagés. Voilà, quand même, il y a un procès. Je sais pourquoi mon mari a été tué. Je connais qui a tué mon mari. Et comme ça, on peut quand même être soulagé, même si ça ne rend pas en vie ceux-là qui ont été assassinés ou tués, massacrés d'une façon ou d'une autre. Donc, ces genres de préoccupations, ce n'est pas seulement M. Christopher qui lui-même a subi des tortures venant des Kalev Moutonde sur ordre de Joseph Kabila, comme ça a toujours été le cas, parce que voilà, Christopher n'est pas le seul. Il vient de nous rappeler que même Chebea avait porté plainte contre Kalev Moutonde sous les pouvoirs de Kabila et c'était nul et sans effet. Pourquoi? Parce que Kalev ne faisait qu'exécuter l'ordre de celui qui était au pouvoir, et même la justice, là il est en train de confirmer que la justice a été sous les ordres de Kalev Moutonde. Kalev, qui était de l'Agence nationale des renseignements, était en mesure de contrôler la justice, alors que nous disons tous ici que c'est la justice qui élève une nation. Si la justice est sous l'autorité de quelqu'un et sous les pouvoirs de quelqu'un, pensez-vous que cette justice-là sera en mesure de pouvoir rendre justice à quelqu'un qui vient avec sa situation, qui porte plainte? Non, impossible, impossible. C'est comme ça que les gens s'étonnent. Oh, mais pourquoi tous ces procès réapparaissent finalement sous les règnes de Tshisekedi? Pourquoi? Non, ce n'est pas de l'acharnement, ce n'est pas non plus du tribalisme, ce n'est pas non plus de la provocation. C'est tout simplement, et c'est simple à comprendre, c'est tout simplement parce que sous Kabila, c'était impossible de voir Vital Kamerhe devant la barre, de voir Kalev Moutonde devant la barre, de voir Matata Ponyo devant la barre, de voir Mouzito devant la barre, de voir tous ces mondes-là devant la barre. C'était quasiment impossible. Impossible. Donc, comme aujourd'hui, le président de la République veut d'un état de droit selon lequel tout, que ce soit Chancela, que ce soit Félix Tshisekedi en tant que président de la République, nous serons égaux devant la loi, nous serons égaux devant la justice. C'est une très bonne occasion pour ceux-là qui ont été victimes de l'injustice du pouvoir de Kabila, de pouvoir s'élever, de se constituer en un seul homme pour faire face à ceux-là qui ont tué, comme il a qualifié ici, c'est un criminel. C'est un criminel, Kalev Moutonde. Pourquoi? Parce qu'il a pas mal tué, il a pas mal torturé, il a pas mal massacré. Donc je pense bien que
Cette invitation dont je vous ai lu ici, je ne sais pas si je vous ai encore pas lu, je vais essayer de, c'est tout simplement un seul paragraphe, madame, messieurs, je vais vous les lire et vous allez comprendre de quoi il est question, parce que j'ai pu prendre Christopher Ngoy parce que c'est lui qui a porté plainte. J'ai vu également que le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, lui aussi avait porté une nouvelle plainte, donc c'est déjà 2 plaintes à l'encontre de Caleb Moutonde qui va devoir se présenter déjà demain. S'il ne le fait pas, il y aura une deuxième invitation et à la 3e occasion, ce sera pour les prendre, les menotter et l'amener devant la justice des forces. Je vais vous lire cette invitation de l'officier du ministère public à monsieur Caleb Moutonde, 22 avenue Ma Campagne, quartier Joli Parc, référence en diagonale avec ASK à Kinshasa, Ngalema. Objet, j'invite à vous présenter à mon cabinet de travail si au 2e niveau local 6 de l'immeuble Palais de la Justice, place de l'Indépendance à Kinshasa, Gombe, ce jeudi 18 février 2021 à 10h précise pour une communication vous concernant. Officier du ministère public, Kumbu Panzu Robert, avocat général. C'est l'invitation qui a été envoyée à monsieur Caleb Moutonde. C'est à lui de juger bon s'il va se présenter ou il ne va pas se présenter. Mais vous savez que comme actuellement nous sommes dans un état de droit, il lui reviendra la responsabilité quand il y aura des conséquences. Parce que vous savez, si il est libre, il est libre de se présenter ou de ne pas se présenter. Il est également libre d'endosser les conséquences qui vont en découler si jamais ils sont tétés et ils refusaient de pouvoir se présenter au niveau du palais de la justice. C'est aussi ça l'état des droits. Caleb doit se présenter, doit fournir les explications qui seront confrontées aux explications de monsieur Christopher Ngoy, et ce sera cette fois-là à la justice de rendre son verdict si Caleb sera condamné, emprisonné, ou Caleb continuera à être homme libre comme nous autres en train de pouvoir chômer dans la cité, madame, messieurs. On continue pour aller chuter finalement avec la composition du gouvernement. Vous le savez, madame, messieurs, que le gouvernement, on a déjà un nouveau premier ministre et Balatuluke qui a remis son rapport au nouveau premier ministre. C'est au fait ces rapports qui va lui faciliter la formation de son gouvernement, qui va se baser sur quelques critères dont la géopolitique, la compétence, l'expertise, l'essence de la responsabilité, l'intégrité, les hommes qui incarnent des valeurs et aussi la jeunesse. Il y en a beaucoup, mais on a essayé de répertorier pour vous après avoir rencontré quelques acteurs politiques qui ne cessent de revenir sur ces critères dont je vous ai annoncé. En tout cas, nous avons l'intention ou les regards fixés sur la formation de ces gouvernements et on y reviendra, madame, messieurs, sur les détails quand il sera question de la mise en place de ces gouvernements. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir tenu compagnie le long de cette session d'information. Merci à mon frère Josué qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette session d'actualité. Madame, messieurs, laissez vos avis en commentaire. Nous avons un nouveau Premier ministre. Pas de réaction du côté de Jean-Pierre Bemba. La formation du gouvernement, ça va se baser sur quoi pour vous? Qui mérite d'être qui au sein de ces prochains gouvernements? N'oubliez pas qu'au Sénat également, il nous faut un nouveau président du Sénat. Alors dites-nous quel profil convient à ces postes-là. Et certainement que ceux qui vont être objectifs dans leurs commentaires, j'y reviendrai pour en parler dans mes prochaines éditions d'information. Madame, messieurs, prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure sur Sangria Congo. À très bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des mines a abattu un grand travail dans sa sphère.
contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.